Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mais ce que Maston Pater, excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la série des bilans d'intersaison. Et après hier où on a fait les Giants, on reste dans la même division. Et on va parler des Commanders, comme vous pouvez voir au niveau du maillot que je porte aujourd'hui. Et je suis accompagné déjà par Alexandre. Salut Alexandre, comment tu vas ? Salut Alex, salut tout le monde. Écoute, on arrive sur la fin un petit peu des bilans d'intersaison. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu une des dernières bonnes équipes qu'on va aborder. Donc, je suis content de faire partie en tout cas de ce trio magique pour parler des Commanders aujourd'hui. C'est ça, une des dernières. Après, il y a quand même les Chiefs qui restent juste après. On a les Dolphins pour moi, mais vas-y, on va pas dire que c'est une bonne équipe. Il y a les Raiders pour toi, on va pas dire que c'est une bonne équipe. C'est ce que je dis, c'est pas des bonnes équipes, quoi. Et les Jets, on se taira sur les Jets pour le reste. Et on est aussi je suis accompagné d'un copain de maillot, puisque je suis accompagné par Ryan. Salut Ryan, comment tu vas ? Bah écoute, ça va et toi ? Très bien. Ça fait quoi, quelques semaines, quelques mois qu'on s'est pas vu ? On s'est pas vu depuis. On a fait l'épisode on a fait l'épisode ensemble sur le récap de la draft. Ouais. Et on s'était vu au Super Bowl. Exactement. T'as vu tes rivaux gagner le Super Bowl, c'est pas. Ouais. À mon grand désespoir. C'est ça. Est-ce que on sait jamais, il y en a peut-être 3-4 qui te connaissent pas encore parce que t'es nulle part en fait sur la commu. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et pourquoi tu es là sur les Commanders ? Alors, qui je suis, Champion de France de Détroit. C'est quelque chose que tu vois, je mets pas forcément en avant. Hein. J'aurais pu venir, tu vois, t'aurais eu Guillaume, il serait venu avec la médaille, mais non, ouais. Donc, écoutez, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Ryan. On a appris à se connaître avec Alex, notamment sur Twitter, via donc le podcast sur lequel je suis, The Trick Play Podcast, où durant la saison, on parle beaucoup de college football plus que de NFL. C'est un petit peu notre créneau. On est là-dessus donc depuis maintenant 5 ans, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5 ans. Donc durant la saison, on vous parle surtout de college football, donc des joueurs qui vont se présenter à la draft pour vous aussi une fois qu'on arrive à la fin de notre saison universitaire. Et ensuite, ouais, effectivement, je fais un petit travail au niveau du scouting sur Twitter, sur le site The Trick Play, pour essayer de vous proposer des fiches en français des joueurs qui vont se présenter à la draft et surtout vous le donner avec mon œil, ma vision, mes propos. C'est pas du réchauffé, c'est pas des trucs qu'on a trouvé sur des sites américains. Si on ne connaît pas le joueur et qu'on n'a pas de vidéo de lui, on ne parle pas de lui tout simplement. Il y a parfois certains joueurs sur qui je vais complètement contre le consensus parce que ce que je vois sur les vidéos et ce que les médias en pensent, je trouve que c'est deux choses complètement différentes. Et donc, ça m'a valu quelques années une petite étiquette de hater par certaines franchises qui, au final, 2 ou 3 ans après, se rendent compte que je disais pas que de la merde. Donc voilà. Et pourquoi je suis sur cet épisode des Commanders ? Tout simplement parce que on n'en parle pas beaucoup, parce que notre créneau, c'est les équipes universitaires, mais on a aussi des équipes NFL qu'on apprécie. Et pour le coup, moi, c'est Washington, les Redskins. Hein, je viens d'un temps bien plus lointain. On bipera ça au montage comme ça. Y a pas, on n'entend pas. Si Non, je rigole. si tu veux, mais en tout cas, ouais, voilà. C'est pas une équipe que je suis depuis 1 an ou 2. Je viens pas de me mettre à suivre les Commanders parce qu'ils viennent de faire une jolie saison ou parce qu'ils ont drafté un joueur sympathique. Non, j'ai subi des années à 164 quarterbacks qui aujourd'hui auraient même pas leur place en UFL, voire même en ELF. Donc, vous inquiétez pas pour ça, j'ai subi et donc ces dernières années, je kiffe un petit peu. Tant mieux. T'es passé par Redskins, Football Team, Commanders. Par Josh Johnson en quarterback titulaire, par le cadavre de Mark Sanchez en quarterback titulaire. Par le reste de la jambe de Alex Smith. Ouais, de Kyle Allen aussi, qui lui aussi a perdu sa jambe. Là. Et quand tu penses qu'un des meilleurs QB que vous avez eu avant votre ami Jaden, là, c'était. Putain, j'ai oublié. Non, Tyler Heinicke. J'ai envie de dire Tyler Heinicke. Ah, oui. Quel joueur!
Monsieur Heineken en personne. Ah ouais, lui, avec comment dire, son petit saut vers le pylône là, en playoff. Contre les Bucks. Magnifique. Contre les Bucks. Ouais. C'est splendide. J'avais vu comment à chaque fois, j'en ai jamais parlé, mais t'as eu un petit tweet sur Will Anderson sur PFF. Hein. C'est quand même Ouais. sur ton petit- En plus, c'était sur la 2e année, je crois, où j'ai rejoint TTP. Mais ça a été une année un peu spéciale où je sais pas pourquoi les Quinry nous ont un peu donné de la force. On a Val qui est passé sur ESPN, il y a moi qui suis passé sur PFF. De nulle part, et derrière les mecs nous ont plus jamais redonné l'heure. Ça arrive, on prend, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est bien de voir ton travail qui est reconnu un peu et derrière t'es tranquille et puis vos drafts encore une fois, je sais que Jérôme en parle beaucoup dès qu'il peut, mais le taf est top. On a Alexandre qui nous a rejoint aussi pour faire des fiches, qui a fait un nombre de fiches assez fou également. Donc ça fait plaisir de quand tu suis pas le foot universitaire à part pour te prendre des rousses sur EA collège avec San Diego State ou les Rainbow Warriors d'Hawaï, c'est vrai que ça fait du bien un peu de regarder qui sont les bons prospects. C'est ça. Ah, et puis en plus, Ryan, il a raison de préciser, mais tu vois, c'est important aussi de donner vraiment son avis. Et même si t'es contre le consensus, bah, je trouve que c'est important de le préciser. Tu vois, moi, je sais que par exemple, sur cette draft, un Demetrius Knight, moi, j'étais super haut. Je sais que la plupart des gens n'étaient pas vraiment hauts, mais parce que tu vois, on voit des choses et peut-être on va se tromper. C'est pas la question du propos, mais et ça va nous faire travailler et savoir comment tu peux mieux analyser dans le futur. Mais je trouve que c'est important au moins de donner vraiment ton avis et de le partager. Et puis, tu vois, échanger avec Ryan sur Twitter ou avec les scouts FR par exemple, avec Val, avec plein d'autres gens. La commu FR, je trouve, sur le Twitter en tout cas, et sur la draft, elle est vraiment avenante et tu vois, on peut vraiment bien discuter, donc c'est vraiment cool de faire ce travail-là aussi. Donc honnêtement, super cool de faire ça, quoi. C'est du partage, c'est cool. Non, C'est mais tu cool. vois, comme le dit Alexandre, le truc c'est vraiment donner un avis, qui soit bon, qui soit mauvais, on s'en fout, mais en fait, si tu veux, c'est le raisonnement qui vient derrière ça. Nous, ce qu'on supporte pas, c'est de voir des gens en fait qui viennent nous tenir tête sur des joueurs en nous dégueulant en fait ce qu'ils ont entendu sur les médias. Il y a rien de pire parce qu'en fait tu dis mais est-ce que tu as regardé ci, est-ce que tu as regardé ça, est-ce que tu as vu sur ce match-là qu'il a fait ça, et le mec te dit ah ouais mais non mais PFF ils disent que c'est un des 3 meilleurs prospects au poste. Ouais mais ça on s'en tape gros. Tu vois on s'en tape parce qu'en fait bah tu peux prendre n'importe quelle plateforme avec entre guillemets beaucoup d'abonnés, venir et te dire demain tiens Alexandre c'est le meilleur quarterback de la draft. Et en fait, tu as des gens qui vont revenir et qui vont te soutenir mordicus que putain, ouais, Alexandre, c'est le meilleur. Ah si, je l'ai vu, j'en suis Je l'ai vu, sûr. c'est Texas A&M, gros QB. Hein. Franchement, on l'a vu. Et pourtant, j'envoie des pizzas, les gars. Je Et vous ça, dis. c'est en fait, c'est juste insupportable parce que derrière, nous, il y a tout le taf qui est derrière, tu vois. Et donc, c'est pour ça, nous, on est, comme l'a dit Alexandre, on est hyper avenant. Mais vraiment, ouais, ça, c'est un truc qu'on supporte pas. C'est les gens qui viennent te tenir tête avec aucun argument, qui n'ont jamais vu les matchs, qui n'ont jamais vu un snap. En fait, tu sais, ça pèse. C'est un peu relou, tu vois. C'est un peu relou. Je comprends. Mais après, tu sais, si Colin Cowherd ou d'autres, comment il s'appelle, Max Kellerman, te disent des trucs, bah, forcément, tu es obligé de suivre, tu vois. Ouais, forcément. Voilà. Si vous avez Max Si Kellerman, vous avez allez regarder son petit gif sur sa petite vidéo sur Iguodala et vous comprendrez un peu le délire du personnage. Je vous propose Ryan, en tout cas, on pourra suivre tous tes nombreux comptes seront en description de l'épisode et notamment un lien vers The Trick Play si vous avez envie d'aller suivre tout ça. C'est toujours cool et notamment en saison de vous suivre aussi pour comprendre un peu le foot universitaire qui change et qui change et qui change, notamment avec les payes des athlètes. Donc ça risque encore une fois, si vous avez envie de naviguer ce monde changeant du foot universitaire, n'hésitez pas à aller suivre The Trick Play. Je vous propose qu'on fasse l'épisode. Alors, on va commencer avec on fait d'abord un petit bilan de la saison 2024. Ensuite, on va passer sur la free agency, la draft et regarder le calendrier de la saison prochaine pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce calendrier avec la NFC Est. On l'a pu le voir hier avec le calendrier des Giants. C'est pas les calendriers les plus simples et on aura le temps de voir ça. En début de saison dernière, alors Alexandre n'était pas là, donc il va pouvoir se dédouaner de cette erreur qu'on a pu faire. On avait fait un power ranking et pas unanimement, mais collectivement, vous avez mis avec le pick numéro 5, tu vois. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. Je pense que le combo Dan Quinn, Cliff Kingsbury ne faisait pas confiance, plus un rookie QB. Au final, vous avez eu le pick 29, vous avez été en finale de conférence, vous avez fait 12-5.
des victoires contre Tampa et Détroit, puis une défaite contre les Eagles en Conference Championship. Alexandre, je te laisse la main d'abord. Toi, comment est-ce que tu as vu cette saison des Commanders un peu de l'extérieur? Vous étiez un peu, j'ai envie de dire, un peu dans les mêmes places l'année d'avant. Et au final, il y en a un qui a monté, il y en a un qui est resté à la même place. Bah écoute, moi je l'avais vu, j'étais le premier à le voir. Non, évidemment, non, bien sûr que non. Personne, je pense, ne pouvait prédire une saison en 12-5 des Commanders avec un changement de JM, changement de coaching. Surtout qu'au niveau du coaching, je sais que ça avait parlé beaucoup de Ben Johnson comme un premier choix. Et au final, ils se rabattent sur un Dan Quinn. Donc t'arrives pas non plus avec le plus de certitude possible. T'as un effectif qui avait des trous et qui était, comme Ryan l'a dit en préambule, une franchise quand même qui était un peu habituée à la lose. Et tu te retrouves avec ce deuxième pick avec Jaden Daniels. Beaucoup d'interrogations sur Daniels aussi dans le processus draft. Moi, je sais que je faisais partie de ceux qui aimaient beaucoup ce joueur et qui auraient adoré reformer une connexion Antonio Pierce, Jaden Daniels. Mais bon, on était beaucoup trop bas sur la draft pour espérer en tout cas, espérer l'avoir. Et non, franchement, quelle saison des Commanders. Très sincèrement, c'était la darling de la NFL, tout simplement. Comme un peu à l'instar, on va dire, des Texans il y a 2 ans, avec CJ Stroud en année rookie. Là, j'avais vraiment le sentiment que c'était même un effectif qui était encore plus rodé. En tout cas, il y avait un collectif qui était encore plus huilé. Et tu en as très bien parlé, mais tu as un Cliff Kingsbury qui a été un peu ce chef d'orchestre offensif, mené à la baguette par un Jaden Daniels qui fait une saison rookie all-time, hein, très clairement. Menace, leadership, menace au jeu de course et à la passe, niveau, je crois qu'il avait des stats aussi assez impressionnantes sur la précision de ses lancers. Donc, vraiment un joueur monstrueux. On en parlait en off, mais un Terry McLaurin qui est toujours un des joueurs les plus sous-cotés de la NFL. Bah, quand Washington a un peu de lumière, voilà, lui, il en prend, très clairement. C'est un des meilleurs receveurs de la ligue. Et c'est pas pour rien qu'il a été nommé Second Team All-Pro. Donc, très content pour lui parce que ça fait vraiment plaisir de voir un gars comme ça choper des récompenses parce qu'il le mérite tout simplement. Et tu as eu pas mal de vétérans qui sont arrivés, qui, je trouve, on n'en parle peut-être pas assez, mais pour moi, Bobby Wagner, Zach Ertz, c'est des mecs qui t'ont permis d'aller aussi loin que ce que tu as fait. Donc, vraiment, une équipe, que ce soit des deux côtés du ballon, hyper impressionnante. Alors, ouais, défensivement, c'est pas une équipe qui était si redoutée que ça, mais c'est une équipe qui créait quand même beaucoup de turnovers et qui était assez efficace sur certaines tentatives, ou en tout cas dans les fins de match, ce qui te permet quand même à la fin de gagner tes matchs. Donc, non, franchement, la saison des Commanders, incroyable, mais je vais laisser Ryan nous raconter sa saison exceptionnelle qu'il a vécue. Bah, le truc, c'est que t'as déjà quand même, j'allais dire, t'as tout dit, mais oui, c'est un petit peu ça, tu vois, t'as déjà fait un bilan assez clair de ce qui s'est passé. Comme tu l'as dit, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait pu nous voir à 12-5, moi le premier, hein, après Alex, par rapport à vos choix du power ranking, comme on dit, parce que je pense pas qu'on aurait mérité d'être. Quel cata ce power ranking. Ouais, mais bon, ouais, ça arrive, c'est le jeu. Au moins, vous avez essayé, tu vois. Mais moi, c'est pour ça que j'en fais pas. Je sais que je me plante la plupart du temps. Donc, mais je nous aurais pas vu si bas non plus, en fait, avec les joueurs qu'on avait. Peut-être un petit peu plus mid, tu vois, aux alentours du pic, allez, 9, 10 par là, tu vois. Mais très clairement, moi, quand on me posait la question, je disais, écoute, première année, tranquille, tranquille. Si déjà on arrive à faire une saison en neutre, ça sera déjà très bien. Au final, on a tout pété. Au final, on a tout pété. Maintenant, oui, Kingsbury, il a été un bon chef d'orchestre cette année. Maintenant, on connaît aussi les travers du bonhomme. C'est la même chose pour Dan Quinn. On connaît aussi les travers du bonhomme. On connaît son head coaching. Donc, j'attends vraiment de voir justement cette saison 2025. Le bilan 2024, il est plus que positif, méga positif. Mais tu vois, Alexandre l'a dit, c'était un petit peu la darling. Et je me méfie. Tu vois, personnellement, moi, je me méfie des darlings parce qu'en fait, là, c'était vraiment une saison où, pour moi, on était en sur-régime. On a été porté par toute la narrative Jaden Daniels, qui est un joueur exceptionnel. Je ne vais pas te dire le contraire. Hein, étant fan d'LSU, j'ai pu le voir depuis quelques années en action. Mais on le connaît. Tu as tout ce qui va venir ensuite et c'est ça le plus compliqué, le fameux sophomore slump où là, en fait, les mecs vont avoir des 17 tapes du joueur pour le scruter sous toutes les coutures, voir ses faiblesses, voir là où il a du mal. Et donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit une saison de Jaden bien moins belle cette année, avec des défenses un petit peu plus prêtes. Kingsbury, c'est pareil. Moi, je ne suis pas fan du bonhomme.
parce qu'il y a des grosses limitations, je trouve, sur son système air raid qui peut, en NFL, si tu as l'effectif qui peut finalement facilement se contrer. Et du coup, je reviens donc sur ce bilan 2024 pour mettre un petit peu de l'eau dans le vin d'Alexandre. C'est que ouais, la saison, elle est très belle, mais au final, si tu regardes, ça t'a aussi montré tout le taf qui te reste à accomplir. Finalement, tu as 2 défaites face aux Eagles, qui finissent champions de NFL. Tu as une défaite face aux Bucks, qui, on le sait, est un contender au playoff tous les ans. Même chose pour les Ravens. Tu as une défaite face aux Ravens, qui eux aussi est clairement un contender au playoff chaque année. Tu n'as pas encore réussi à vraiment éteindre ta division parce que tu as battu 2 fois les Giants, mais finalement, les Cowboys, ils ont quand même réussi à te prendre un match. Et tu as une défaite face aux Steelers de 1 point, je crois, qui est franchement pas ouf, les Steelers, cette année. Tu as une victoire d'1 point seulement face aux Saints. On l'a vu, les Saints, cette année, c'était très, très, très compliqué. Donc, finalement, pareil, tu réussis pas réellement à leur mettre la tête sous l'eau. Donc, en fait, ça te montre que oui, la saison, elle est belle. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui te faisaient cliquer en fait, sur Washington pour voir un match, pour kiffer. Mais finalement, on était en sur-régime. Tu regardes la plupart des vrais contenders playoffs de mecs qu'on sait revenir en fait chaque année en playoff, ils nous ont battus et battus assez largement. On avait quelques petits trous dans l'effectif. On le verra plus tard, est-ce qu'on a réussi à les combler ou non, mais si on a réussi à les combler, est-ce que forcément ça va améliorer l'équipe ou pas? Je sais pas, il y a encore beaucoup de travail. Et ensuite, tu as les médias. Et forcément, qui dit darling dit média, qui dit média dit pression. Et finalement, un petit peu une pression populaire, c'est-à-dire que l'entièreté de la NFL va se dire ah ouais, Washington cette année, faut faire attention. Ah, Washington cette année, ils sont prêts. Oh, regardez ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et en fait, tout ça, on l'a vu avec les Texans de CJ Stroud, comme le disait Alexandre. Les mecs ont explosé en vol. Et je ne serais pas surpris que cette année, Washington fasse une saison moyenne parce que justement, tu as tout ça qui vient se foutre en fait en ligne de compte. C'est vraiment l'année dernière, elle était exceptionnelle. L'équipe était en sur-régime. On a vu des role-players step up. Je ne suis pas sûr qu'ils le fassent encore cette année. Alexandre parlait d'un mec comme Zach Ertz. Pareil, très content de ce qu'il a pu apporter, mais il ne faut pas oublier que Zach Ertz, quand on le récupère, c'est un peu un cadavre. Hein. Le mec, il est blessé de partout, il est cassé, sans antidouleur, il ne peut pas jouer. Et en fait, il fait une saison de fou. Est-ce qu'il sera capable de la refaire encore avec son corps, avec son âge? C'est pareil, c'était un gros playmaker pour nous cette année. On a des questionnements sur notre corps de running back. Et comme je te l'ai dit, est-ce que les défenses réussiront à tenir un petit peu mieux Jayden? Et juste le tenir un petit peu mieux, ça peut potentiellement nous coûter très cher parce qu'on a gagné quelques matchs de très peu finalement, tu vois. Ouais, c'est ça, quand tu regardes le calendrier, c'était un calendrier qui était bien pour une saison rookie d'un QB. T'en as parlé très bien, à part, on va dire, les Bengals que tu gagnes, mais c'est les Bengals en semaine 3, donc les premières semaines des Bengals, c'est le moment où il faut les taper. Et les Eagles en semaine 16. Le reste, c'est vrai que tu dois, entre guillemets, gagner tous ces matchs que tu gagnes. Et du coup, ça m'amène à une question qu'on pose à peu près tout le monde. Est-ce que tu as un match qui est représentatif de ta saison? Que ce soit tu t'en sors ou tu dois pas gagner le match, ou ça peut être un match de playoff, une défaite, une victoire. Est-ce que tu as un match où, si quelqu'un n'a regardé aucun match de la saison dernière, tu lui dis, tiens, va regarder ce match, ça te donne un peu tout ce que tu devais savoir sur la saison 2024? Oui, je pense que l'évidence, c'est le match contre les Bears. T'avais le comparon entre donc le duel à distance entre Jayden Daniels et Caleb Williams. T'avais 2 équipes avec des playmakers un petit peu à droite à gauche, 2 équipes en reconstruction. T'avais beaucoup de trash talk entre les 2 équipes et en fait finalement tu vois le déroulé du match, on se répond quand même bien comme il faut. Et à la fin tu finis avec justement un play qui est assez exceptionnel dans le football, donc une Hail Mary où justement t'as tout en fait, t'as la chance, t'as la réussite qui est absolument dingue. Forcément t'as Jayden Daniels qui est mis en lumière parce qu'il fait 2-3 actions dans le match qui sont vraiment les fameux Iceman moment, tu vois, qu'on dit quand on parle de college football. Là c'était un petit peu le cas. Il y a un moment, son espèce de course là sur le côté où le mec il a un 6e sens et il saute au moment où le plaquage il allait être fait. Sans forcément regarder derrière lui et que derrière il va te faire, je sais plus si, je crois qu'il fait une course où il va te chercher un first down.
t'as le Hail Mary où le mec il te montre l'étendue de son bras, je crois, où il lance pour quasiment 60 yards avant que la balle retombe. Et comme je te dis, t'as la chance absolument folle. Tu vois, la balle qui rebondit, qui finit par retomber dans les mains de notre receveur, Noah Brown, qui est complètement tout seul. T'as tout. En fait, sur ce match, t'as tout ce qui est censé être représenté la saison 2024 de Washington, où tu te dis, bah écoute, finalement, ouais, c'est une équipe qui est du niveau des Bears et ça se répond. T'as un duel à distance entre deux quarterbacks. Tu vois l'étendue du talent du QB, tu vois que c'est cette attaque qui porte l'équipe plus que la défense et tu finis avec un jeu exceptionnel et une action qui, je pense, va faire encore pendant quelques années partie de quelques compiles de highlights pour la NFL, tu vois, ces fameux NFL Pump-Up que tu peux voir sur YouTube. Mais C'est le NFL Moment of the Year et qui a eu une page Wikipédia, t'imagines? C'est le Hail Maryland, ils appellent ça. Donc voilà, c'est la fameuse, tu vois, on en parlait, la Darling, bah voilà. Si tu as un match à regarder cette saison, je pense, pour Washington, c'est celui-ci. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Pour re-regarder ce match-là, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez surtout pas. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur cette saison 2024 ou est-ce qu'on se dirige tranquillement vers l'intersaison? Non, on peut y aller. Allez, on se dirige. Ryan, est-ce que tu voyais des besoins pour cette intersaison assez marquants, que ce soit sur la free agency ou que ce soit sur la draft? Et vu que tu es un peu notre spécialiste, enfin j'ai deux spécialistes draft en fait, donc moi je me sens un peu, bon bref, je me sens un peu seul. Mais si jamais tu as, je sais pas, tackle en free agency et corner en draft, je te donne un exemple bête, hein, mais est-ce que si tu as envie de séparer ou alors tu nous fais un truc un peu global comme tu préfères? Non, bah écoute, moi tu m'avais envoyé un petit peu le fil de l'épisode, tu m'as dit besoin free agency et draft. Donc je t'ai tout regroupé, donc je suis parti du principe vraiment notre saison vient de se finir. J'ai besoin de quoi pour m'améliorer? Et donc bah forcément je t'ai sorti une liste importante. Tu vas te dire bah vous aviez pas forcément tous ces besoins-là, mais si tu veux, bah je pourrais m'expliquer derrière. Mais il y a deux positions qui pour moi étaient des besoins déjà l'année dernière et qui l'étaient encore cette année. C'était le poste de cornerback. Malgré le fait qu'on ait fait venir un mec comme Marshon Lattimore, on a vu qu'il a connu une demi-saison un petit peu compliquée, donc on va voir cette année s'il est vraiment cramé ou pas. Mais donc on a toujours pour moi ce besoin de cornerback et de O-line. Je le dis pour toutes les équipes, je ne vais pas changer mon fusil d'épaule parce que maintenant on a Jayden et qu'il est capable de courir. J'ai enfin drafté mon franchise QB, je veux du O-line. Tu te démerdes, il faut que ma O-line step up d'une manière ou d'une autre. Même si j'ai déjà des titulaires d'installer, si je peux aller chercher un mec meilleur, tu vas chercher ce mec meilleur parce que tous les ans, tu as des blessures, parce que tous les ans, la rotation est importante, parce que justement, tu as ton QB et que, bah, frérot, j'ai envie de le garder le plus longtemps possible et si possible, le laisser dans sa poche et le laisser découper les défenses, tu vois. Ne faites pas comme les Texans, quoi. En gros, c'est ça. Donc vraiment, on avait ces deux postes-là. Pour moi, c'était les besoins majeurs. Ensuite, ouais, bah vas-y, dis-moi, Alex. Non, mais c'est nickel. Je pensais que tu avais fini, donc je te laisse continuer. Ok. Et du coup, en fait, un autre besoin qui s'est dessiné à cause de la free agency, ça a été aussi celui de edge rusher. Sur la saison 2024, on avait Dante Fowler qui a fait un très beau taf, qui est un joueur de rotation plutôt situationnel sur le pass rush, mais écoute, il a fait quand même une très très bonne saison. Mais on n'a jamais eu ce vrai edge numéro 1 capable à la fois d'être impactant sur le jeu à la passe et sur le jeu au sol. Donc j'avais entouré aussi ce petit besoin en edge. Et ensuite, plus tard, pour moi, il y a un vrai gap entre les trois postes que je t'ai donnés et les autres. Mais du coup, plus tard, j'avais aussi safety. Parce que justement, à la FA, on perd un mec comme Jeremy Sheen. Et même avec lui, les safeties, c'était loin d'être extraordinaire. Donc j'avais safety, j'avais wide receiver. Parce que ça peut paraître con, on a Terry McLaurin, certes. Mais en fait, bah, tu regardes derrière Terry McLaurin, c'est un peu le désert. Noah Brown fait une superbe saison en tant que receveur 2. Mais bon... c'est Noah Brown. J'ai envie de te dire, avant la saison 2024, si je vous avais dit Noah Brown, la plupart des gens qui regardent l'épisode n'auraient pas su qui c'était. Donc c'est bien, mais en fait, j'aimerais avoir une deuxième grosse cible à mettre aux côtés de McLaurin, ne serait-ce que pour lui permettre d'avoir un petit peu moins d'attention, tu vois, de la part de la défense. Et enfin, j'en ai parlé rapidement, mais pour moi, il y a le poste de tight end également.
C'est-à-dire qu'on a Zach Ertz, mais Zach Ertz, ça commence à se faire vieux. On a John Bates en numéro 2, mais John Bates, c'est un tight end, un blocking tight end. C'est un vrai tight end numéro 2 qui est là surtout pour t'ajouter un bloqueur supplémentaire. Et finalement, je trouve qu'on n'a pas cette menace qui sera capable en fait de prendre la suite de Zach Ertz s'il est blessé pour, entre guillemets, prendre son volume de target, son volume de cible, tu vois, et venir t'apporter les yards que lui pouvait t'apporter. Tu crois pas trop en Ben Sinnott? Ben Sinnott, j'ai un petit souci C'était un avec lui, deuxième tour de l'année dernière, juste pour préciser. qui a un deuxième tour de l'année dernière, qui est capable de jouer donc tight end et fullback. Le problème, c'est que je pensais qu'il aurait un rôle bien plus important cette année qu'il ne l'a eu. J'ai vu quelques déclarations sortir aussi qui me font me poser quelques questions, où en fait le joueur apparemment il a déjà des struggles, il a déjà du mal en fait avec le côté joueur professionnel, avec ce que ça implique en termes de santé mentale. Tu vois, on en parle chaque année dans tous les sports, que ce soit NBA, football, mais il a déjà du mal, tu vois, avec la répétition des entraînements, la répétition des interviews, les médias, la pression inhérente à ça. J'ai vu 2-3 trucs sortir dans la saison où je me dis, tu sais, franchement, ça sent pas hyper bon de voir que sur son année rookie, entre guillemets, le mec, il est déjà en train de galérer avec ça. Écoute, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que justement, il va apprendre à faire avec et que finalement, ça va être lui notre tight end du futur, mais Tu doutes? il y a la petite lumière rouge là qui clignote Ça dans te le rassure coin de pas, ma ça, de tête. toute façon. Non, pas du tout. Et Non, c'est non. pas conclu, hein, mais juste, je préfère, moi, si tu me places en tant que GM, je préfère aller me chercher une solution de secours, les mettre les deux en compétition, et écoute, si Sinnott, il garde sa place, tant mieux. S'il n'y arrive pas, au moins, moi, je sais que j'ai mon autre solution de secours sur laquelle je peux bosser et pas me retrouver à poil, en fait, si demain, Zach Ertz prend un mauvais pet et me dit, frérot, par contre, c'est gentil, mais ça y est, moi, j'ai donné. Je préfère avoir ma solution de repli qui, justement, aura appris avec un mec comme Zach Ertz, tu vois, derrière. Yes. Donc voilà, c'est la liste de joueurs sur Free Agency et Draft. Cornerback, edge, O-line, safety, wide receiver, tight end. Très bien. Alexandre, tu avais d'autres choses identifiées ou c'est déjà C'est suffisant, je pense, ça va. suffisant? Ouais. Du coup, avant le début de la Free Agency, au 10 mars, vous aviez 73 millions de disponibles. Je vais parler des 4 recrues les plus chères. Je ne vais pas parler des trades, on pourra parler des 2 trades juste après. Mais au niveau des recrues que vous avez récupérées et qui vous coûtent le plus cher, on a... Attends, j'étais sur la mauvaise ligne. Voilà, Javon Kinlaw, defensive tackle, Marcus Mariota en QB. Non, c'est une resignature, donc pardon. Jonathan Jones en corner, Matt Gay en kicker et Will Harris en safety. Voilà ce qui est un peu arrivé. Et les arrivées, on va pouvoir peut-être commencer par ça si ça vous va. De Larry Mittensill en provenance des Texans, donc le left tackle, et de Deebo Samuel, le receveur en provenance des 49ers. Beaucoup de cher tous les deux. Déjà, Ryan, est-ce que toi, tu es content de ces 2 arrivées en trade? Oui. Je pense que oui, faudrait être assez fou pour dire non, hein, mais surtout pour Larry Mittensill. Surtout pour Larry Mittensill, Deebo Samuel. Je sais que je fais partie des mecs un petit peu plus critiques avec lui, mais je trouve que en fait, depuis sa très très grosse saison, quand il était en contractir, c'était quoi, 2 ans maintenant? 2 ans, je crois, ouais. Ouais, c'est 2023, je crois. Où vraiment, il avait été incroyable. Depuis, c'est moyen. Depuis, il y a beaucoup de blessures et très clairement, pour moi, le receveur numéro 1 et celui qui portait les Niners, c'était pas lui, c'était Ayuk. J'aurais préféré qu'on aille mettre 2021 déjà, sa saison, tu sa vois, plus grosse saison. tu vois, Il donc ça, 1400 yards, 365 à la course aussi. Il avait fait 8 touchdowns à la course et 6 touchdowns à la réception. Voilà, juste pour donner les stats un peu du joueur, ce qui était une énorme saison. Et depuis, c'est beaucoup plus compliqué. Il a quasiment pas fait, il a pas fait milliards à la réception depuis. Et même au cumulé, il l'a fait qu'une fois. Donc vraiment, moi, tu vois, Deebo, c'était pas ma cible numéro 1. Et je voulais pas qu'on donne justement la banque pour un Deebo Samuel parce que moi, voilà, ça me fait très très peur les blessures. Et malheureusement, Deebo, je crois qu'il fait pas une saison complète depuis. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, une fois que c'est fait, on peut rien y faire. Tu vois, le joueur, il est avec moi, il va porter nos couleurs, donc tu commences à réfléchir à comment l'utiliser et tout. Et oui, potentiellement, ça peut avoir de la gueule parce qu'il n'aurait qu'une place de numéro 2. Tu vois, ça va pas être lui qui devrait prendre le plus de targets, j'espère en tout cas.
Le fait qu'il soit là dans ton équipe, dans le slot, peut-être dans le backfield, ça t'apporte des options, ça va forcer les défenses à s'ajuster, ce qui peut là encore une fois créer des opportunités de course pour un Jayden Daniels, tu vois. Donc j'attends de voir, mais je suis pas le plus gros fan de la signature de Debo. Par contre, Larry Tunsil, oui, même s'il y a des blessures, même s'il y a des petits soucis à droite à gauche, on récupère un left tackle qui très clairement va faire step up cette O-line. Même s'il est à un niveau moyen, il va faire step up ta O-line. Et très clairement, pour protéger le côté aveugle de Jayden Daniels, tu m'apportes Larry Tunsil, ouais, je suis content. Faudrait être zinzin pour pas être content, quoi. Bah, je vais en parler un peu rapidement parce que j'avais fait l'épisode avec les Texans où on avait eu du coup Lucas qui avait fait l'épisode avec nous qui nous avait dit que le départ de Tunsil des Texans c'était pas si grave au final selon eux, que la compensation était correcte par rapport à ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont reçu et que franchement c'était un peu l'année où il fallait s'en débarrasser si je résume en paraphrasant ses propos, et que dans la communauté texane ils n'ont pas l'air si tristes de son départ. Donc, ce qui n'empêche pas que ça reste un bon joueur et que ça vous fait une upgrade sur ce que vous aviez avant. Bien sûr. Après, ils ont aussi totalement raison, hein. La vérité des Texans veut pas forcément dire que nous, on s'est fait enfler ou quoi, tu vois. Ouais. Maintenant, je trouve que avec les left tackles, en particulier, c'est des choses qu'il faut vraiment réfléchir. J'avais le même type de discours à l'époque pour Trent Williams quand il se barre, hein, où les gens me disaient ouais, mais finalement il a pris la grosse tête, oh, il commençait à prendre trop de thunes, oh, c'était une diva, oh ci, oh ça. Les mêmes qui 2 ans plus tard chialaient parce que Trent Williams était encore à son pic de forme, mais chez les Niners. Donc moi, sur les O-line, je suis toujours un petit peu plus cool en fait là-dessus, ou même si tu as un O-line qui est moyen plus, tu vas te rendre compte de ce qu'il t'apportait qu'une fois qu'il sera parti. Ouais. Et quand tu vois comment Stroud mange. Et comme tu dis, quand tu as un left tackle ou un right tackle, si jamais ton QB est gaucher et qu'il est bon, autant le garder le plus possible, quoi. Exactement. Mais donc non, je te dis, ils ont raison, ils connaissent mieux leur franchise que moi. Maintenant, on verra l'année prochaine, on verra dans 2 ans si vraiment Tunsil leur manque pas, tant mieux. Ils ont clairement gagné le trade, mais si nous, de notre côté, on trouve un left tackle qui est capable de garder JD safe, on aura gagné également le trade, tu vois. Donc sur ça, j'attends de voir. Yes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alex, d'un point Ils de l'ont vue remplacé extérieur par Robinson en plus, hein. Donc tu regardes aussi le joueur par lequel ils l'ont remplacé. J'ai du mal à comprendre l'enthousiasme. Alors ouais, tu peux te dire qu'il y a des choix de draft, etc. Mais comme l'a dit Ryan, tu sais pas ce que tu vas en faire de ces choix de draft. Et derrière, t'es pas sûr de retrouver quelqu'un de plus fort. Alors après, oui, ça peut être un move win-win dans le futur. On verra ce que l'avenir nous dira. Mais personnellement, moi, j'étais un petit peu surpris de la part des Texans, sachant qu'ils ont une O-line vraiment un peu déplumée et que c'est un peu illisible ce qu'ils veulent faire en termes de projet, notamment aussi ce qu'ils ont fait par la draft, etc. Donc c'était un peu compliqué là-dessus. Et moi, je trouve que Tunsil, il arrive dans une O-line qui a montré des belles choses parce qu'on promettait un petit peu l'enfer à Daniels avant le début de saison. On voit que l'ajout d'un Tyler Badias en centre a fait beaucoup de bien à cette ligne offensive. Extrêmement important. C'est ça. Extrêmement Un important. Samuel Cosmi, malgré sa petite blessure, enfin sa grosse blessure, a été très bon dans les matchs que j'ai pu voir, ou en tout cas a fait un petit peu l'unanimité du côté des fans des Commanders. Et t'as drafté un rookie avec Brandon Coleman qui a eu un peu des hauts et des bas, mais je pense que lui va être replacé sûrement peut-être en garde. Ça sera un peu à discuter après dans la partie draft, on verra ça tout à l'heure. Mais voilà, je trouve qu'il arrive quand même dans une O-line qui a un petit peu plus d'expérience que celle des Texans et qui a montré quand même des meilleures choses. Donc je suis un peu plus serein en fait sur son acclimatation et sur sa capacité à protéger Daniels dans le futur en fait. Tu parlais de Biadas qui arrivait, qui faisait partie du contingent des Cowboys qui arrivait en même temps que Dan Quinn. Au final, on se disait bon, c'est un peu bizarre, Dan Quinn, il arrive avec ses gars, qu'est-ce que ça va donner? Au final, c'était quasi que du positif, Ryan, non? Il y a eu quoi? Dorrance Armstrong, lui, Dante Fowler. Dante Fowler, ouais. Et je crois qu'il y en avait un autre. Et il vient Ouais, pas il y avec avait... Igbinoghene. Ouais, non, mais ça, voilà quoi. Mais tu dis ça, mais il a fait une jolie saison, Igbinoghene. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça quand je suis là. C'est pas possible. Ah, Je si. n'accepterai pas ces Mais mots. je te le dis. Je te le dis, Alex. Il a fait une saison
franchement correct et au point que je te dis à la fin de la saison, quand ça parlait de leur signer, j'étais en mode bah écoute, why not? Why not, tu vois, il reste dans la rotation, ça me dérange pas tant qu'il est pas titulaire. Surtout, il coûte rien pour le Exactement, coup. exactement. Aïe, aïe, aïe. Bon, sinon sur la free agency, Ryan, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur lequel tu es content au niveau des signatures? Ça peut être des re-signatures, ça peut être des départs. Voilà, qu'est-ce qui t'a plu dans cette free agency? Qu'est-ce qui m'a plu? Il y a l'arrivée de Eddie Goldman qui m'a plu, qui est tu vois, on parlait de Biadas il y a 2 minutes, dans le genre signature qui paye pas de mine, mais qui est très importante. Celle du nose tackle est extrêmement importante dans ce que veut faire Dan Quinn. Il en a déjà parlé et je pense que Eddie Goldman vient justement pour rentrer dans cette rotation au poste de nose tackle et ça va être primordial, je pense, si on veut avoir une défense qui performe. On a Jonathan Jones des Patriots. Pareil, c'est une signature qui paye pas de mine à première vue, mais même chose, il vient pas pour être le cornerback numéro 1, il vient même pas pour être le cornerback numéro 2, donc forcément, en fait, c'est un ajout de qualité. On a des Wise également des Patriots qui risquent de tourner au poste de defensive end, donc un defensive end de 30, ça va pas être un edge rusher. Mais pareil, c'est le genre de joueur qui paye pas de mine, mais qui fait ses stats, qui est toujours important dans ta défense. Donc c'est trois additions que je trouve très intéressantes dans la rotation. Maintenant, il y a Will Harris des Saints. Je peux pas dire qu'en fait je sois heureux par rapport aux joueurs. Tu voulais un C'est juste- safety? Ouais, c'est ça. Je suis heureux parce que voilà, ça comble un need. Maintenant, franchement, Will Harris, j'attends de voir sur le terrain. Je suis pas sûr qu'il soit capable de venir et en fait d'avoir le même rôle qu'un Jeremy Shinn. Shinn, c'était quand même un athlète plus qui compensait beaucoup de soucis techniques par sa vitesse, son explosivité, mais qui était là en fait. C'est-à-dire dans beaucoup de situations, Jeremy Shinn, on l'a utilisé dans plein de situations différentes. Je suis pas sûr que Will Harris ait ce range en fait de pouvoir jouer slot, puis de jouer box safety, puis de jouer deep safety. Tu vois, j'attends de voir. J'attends vraiment de voir. Ça a l'air d'être un safety correct, mais c'est pas ça que je voulais, tu vois, pour être très clair. Donc, j'attends de voir. Alexandre, est-ce que toi, il y a des choses que tu as aimé dans cette free agency, à part le départ de Jeremy Chin dans les Riders? Ah, moi j'étais content. On fait un petit swap entre Trevor Moring qui prend ses quasiment 20 patates par an et on prend un Jeremy Chin à 7 millions, 8 millions l'année. Moi perso, ça m'allait. Puis Ryan en a très bien parlé. Joueur très polyvalent qui va manquer. C'est pour ça que j'étais pas non plus, comme Ryan l'a dit, convaincu par Will Harris et qui va remplacer potentiellement ce que t'apportait un Jeremy Chin, notamment au terme de sa polyvalence, notamment dans les alignements. Tu sais que c'est un mec, tu peux l'aligner des fois sur des packages en linebacker, en slot ou en strong safety, même des fois un peu dans le deep, même si c'est pas sa qualité première, mais c'est un mec un peu polyvalent que tu peux rendre illisible dans ta défense, donc c'est toujours un bon point. Moi, j'ai bien aimé, on en a parlé, c'était Tunsil, que j'avais bien aimé, et l'ajout de, comme tu dis, Eddie Goldman, parce que c'est quand même un run stopper premièrement, et sur le run stop, je crois que vous étiez une des pires équipes NFL l'an dernier. Donc tu sens que c'était sur ce point-là qu'il fallait mettre l'accent durant la free agency. Sachant qu'Eddie Goldman, excuse-moi de te couper, parce que je le regardais où est-ce qu'il était, je pensais qu'il ne l'avait pas mis dans la liste. En fait, vous l'avez signé pour 1 250 000 à l'année. En fait, c'est vraiment une signature qui ne te coûte rien du tout et qui va Ah ouais. t'apporter beaucoup No dans ta... tackle, Alex. C'est le genre de poste qui te coûte que dalle si tu vas le chercher au bon moment. Et c'est clairement le cas avec Goldman. Et je suis persuadé que Goldman va avoir du temps de jeu vraiment dans la rotation cette année. Je pense qu'il est pas cramé, hein. Ouais, je pense qu'il va pouvoir jouer. Et puis, t'amènes de la rotation. Tu as aussi du Jacob Martin, on n'en a pas parlé, mais que tu ramènes aussi. Je crois qu'il était aux Bears, si je dis pas de bêtises. Mais t'amènes des joueurs pour ta rotation sur tes edges, hein. Tu as déjà du Doran Armstrong, tu as du Clelin Ferrell. Donc, comme tu dis, Ryan, il te manque ton pass rusher numéro 1. Mais en attendant, tu ramènes des joueurs qui vont tourner, qui vont être frais quand tu les fais rentrer et qui amènent des profils à chaque fois différents. Donc, c'est toujours compliqué pour les O-line de devoir faire face à peut-être 3-4 edge rushers durant le même match. Donc, tu dois avoir beaucoup plus de tape à analyser, etc. C'est toujours plus compliqué pour eux. Donc, à défaut d'avoir de la qualité sur le poste, d'être la quantité. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Moi, je mettrais un petit peu des réserves, c'est sur Javon Kinlaw. Javon Kinlaw, je suis un peu déçu de cette signature.
personnellement, je trouve qu'il a pris un gros chèque. 15 millions par an, donc c'est 3 ans, 45 millions, 30 millions de garantie. Je suis pas sûr qu'il valait ce tarot-là. Les Jets, on parlait pas en si bonne qualité. Les fans des Jets étaient un peu contents de le voir partir. Je me dis toujours qu'en général, si une équipe est contente de le voir partir, c'est que t'as pas forcément signé le meilleur joueur disponible. Donc on verra, peut-être ça va être une bonne signature et peut-être qu'il va prendre un step supplémentaire. Il a que 27 ans, donc il arrive un peu dans ses meilleures années. C'est quand même un gros gabarit et on se souvient Ancien premier tour. Hein. ancien premier tour, donc il y avait beaucoup d'attentes quand il était chez les 49ers. C'est un joueur qui a déçu, mais ça ne veut pas dire que sa carrière est finie, qu'il a quand même pris un contrat. Donc on verra si ça marche. Moi, je suis assez sceptique, mais tu as perdu Jonathan Allen, je ne sais pas si tu gagnes au change. Donc voilà, ça va être un peu ma petite interrogation sur les free agents sur cette année, et j'aimerais bien savoir un petit peu ce que Ryan en pense de ce point de vue-là. Mais c'est marrant que tu en parles parce que je l'avais aussi en flop, pas le joueur, mais le contrat. En fait, je trouve que 30 millions garantis, vu ce qu'il a montré, c'est beaucoup, c'est énorme. Et en fait, ça me fait chier de me dire que on a fait cette erreur-là parce que très souvent, en fait, quand tu as du cash, à dépenser, c'est à ce moment-là que tu fais des erreurs en le dépensant un petit peu n'importe comment. Ça n'avait pas été trop notre cas depuis 2 ans là. Et malheureusement, là, avec Kinlaw, ça a un peu été le cas. Donc 30 millions garantis, j'espère qu'il sera au minimum correct parce que sinon, on risque de s'en mordre les doigts de manière assez importante dans les années à venir. Mais moi, j'attends de voir. En fait, le truc, c'est que faut pas oublier l'utilisation d'un joueur. Vous l'avez dit, c'est un gros gabarit, ancien premier tour. Donc forcément, en fait, le mec arrive avec des attentes qui sont un petit peu folles. Aux Niners, c'était pas pire, il me semble. Et en fait, quand les Jets le prennent, ils commencent à le faire jouer justement comme un obstacle. Donc, il faisait jouer en Tech 1 et Tech 0, alors que Kinlaw, c'est plus une Tech 3, c'est plus un defensive tackle. Nous, de notre côté, apparemment, Dan Quinn a déjà son idée de comment l'utiliser. Il cherche à remettre en place ce qu'il a fait pendant un temps aux Seahawks. Et qu'il avait essayé de faire quand il était defensive coordinator. Je te vois froncer les sourcils, Alex. Je réfléchissais à quand c'était. Et en fait, c'est une défense où sur un côté de la défense, tu mets un defensive end qui finalement est un defensive tackle pour vraiment en fait cimenter la défense au sol. Et vous en aviez parlé tout à l'heure sur le fait que les Commanders c'était une des pires défenses contre la course. Donc il a clairement dit qu'il comptait jouer comme ça et qu'en fait ce rôle-là, ce serait à Kinlaw de le remplir. Donc en fait, on risque de voir Javon Kinlaw aligné face à des tackles, parfois être aligné sur l'épaule extérieure des guards, qui est en fait un petit peu plus sa position. Donc on n'est pas à l'abri de voir une saison statistique qui peut-être va être moyenne, mais avec une importance beaucoup plus importante de Javon Kinlaw que ce qu'on a connu aux Jets. Maintenant, ça reste 30 millions de garantie. Donc moi, clairement, mon flop de la free agency, c'est celui-là. Celui-là et le manque de edge, toujours. C'est-à-dire que ça, on sera un petit peu plus sur un flop draft que free agency, parce que je trouve qu'à la free agency, il n'y avait pas des noms absolument extraordinaires à aller chercher. Donc voilà. Moi, mon flop. T'es pas content de Dietrich Wise et de Jacob Martin, quoi. Jacob Martin, non. Je trouve que c'est clairement un joueur de rotation très situationnel. Je pense qu'il va venir pour remplir le rôle qu'avait Dante Fowler. Parce que c'est vraiment un edge rusher typé plus limite outside linebacker. Il n'est pas très très bon pour le run stop. Et Dietrich Wise, si, je l'ai dit tout à l'heure, je suis content, mais pareil, c'est un profil qui est assez atypique, qui est beaucoup plus présent sur le run stop que sur le pass rush, donc il sera pas capable en fait d'assumer le rôle de edge, tu vois, qui pourra tenir sa place sur les 3 downs et qui sera capable d'aller menacer le quarterback à tous les jeux. Donc si, c'est une signature que j'aime beaucoup dans la rotation. Ce pourquoi on l'a fait venir, c'est un joueur qui est déjà assez âgé, je crois, des Wise. Je crois qu'on approche de la 31 ans. Ouais. Donc si, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui était vraiment sous-coté chez les Patriots, mais c'est pas le genre de mec en fait que tu vas pouvoir poser sur le terrain et te dire bon lui, vas-y, c'est bon, je m'en occupe plus. Il restera là sur les 3 downs et il pourra me faire tout le drive, tu vois. Moi, c'est ça. Quand je te parle d'un mec, un edge numéro 1, c'est ça. C'est le mec, tu l'installes, tu te dis que ça soit de la passe ou de la course, il va faire tout le drive et je m'en fous. Et il sera capable d'arrêter la course, il sera capable d'être menaçant sur le pass rush. Ça, on ne l'a toujours pas.
Tu regardes l'effectif, on ne l'a toujours pas. Après, en free agency, je suis pas sûr que tu avais ce profil-là qui se présentait, tu vois. C'est pour ça, je disais, c'est plus un flop draft pour le edge et mon flop free agency Kinlo. Ou en tout cas le contrat de Kinlo. Et parce pour voir un peu les joueurs qui ont joué beaucoup chez vous et qui sont plus là maintenant, tu as aussi Benjamin Saint-Just qui est parti. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il est parti aux Chargers. Déçu, mais nécessaire. Ben Saint-Just, c'est un gars, je l'adore. J'en parlais à Emilien de Chargers France. Je suis content déjà qu'il aille dans l'équipe d'un de mes potes. Ben Saint-Just, c'est un mec en or. C'est vraiment le genre de mec qui va toujours tout donner sur le terrain. Tu pourras jamais lui reprocher ça. Maintenant, il y a quelques petites blessures. Il y a eu 2-3 comos qui l'empêchent de faire des saisons complètes. Et c'est malheureux, mais en fait, cornerback, c'est une position qui est très cruelle. Et en fait, quand tu te prends des big plays sur la gueule, forcément, les gens t'insultent. Et je trouve que le traitement qui lui a été réservé par les fans de Washington n'a pas toujours été très juste, justement. Le mec qui était censé être là comme cornerback numéro 2, mais entre les différentes blessures, les différents trucs, il se retrouvait très souvent en tant que cornerback 1. Il prenait des sauces parce que avec son gabarit, en fait, le mec se retrouve aligné face à des receveurs numéro 1 la plupart du temps. Tu vois, le mec se retrouve dans une division où il doit se taper du CeeDee Lamb, du AJ Brown. Donc, en fait, le mec prenait des sauces monumentales alors que très souvent, c'était très bien défendu. Mais écoute, on est en NFL, hein, t'as beau très bien défendre, parfois, tu vas t'en prendre des valises de yards. Et donc, vraiment, la fanbase avait shifté sur un truc où il y avait une espèce de hate, tu vois, qui se mettait en place sur Saint-Just. Et je suis très déçu de ne pas l'avoir. Franchement, moi, c'est un gars, je l'aurais gardé encore des années. J'adore la mentalité du mec. Il a toujours très pro. Il a toujours fait le taf, tu vois. Et malheureusement, comme je te dis, cornerback, c'est un poste qui est hyper cruel. Et donc nécessaire. Le départ de Ben Saint-Just nécessaire. Et j'espère qu'il kiffera beaucoup plus avec les Chargers que ce qu'il a pu kiffer avec les Commanders. J'espère qu'on ne le mettra pas dans la peau d'un cornerback numéro 1 parce que oui, il risque de se faire allumer. Et donc là encore, la fanbase risque de se mettre contre lui. Mais assez déçu. Assez déçu de ne pas l'avoir gardé. Franchement, Ben Saint-Just, si tu nous entends, francophone, merci frérot. En plus, le seul ajout en cornerback, c'est Jonathan Jones qui est complètement un peu un profil à l'opposé de Saint-Just. Tu vois, c'est ça. Saint-Just, je crois que ça doit être un 6-3, 6-4. Jonathan Jones, c'est quand même un mec qui est un peu la même taille que Henry Steele, un peu, je crois. Ouais. C'est un petit peu plus petit. Polyvalence slot un peu extérieur, mais qui se rapproche un peu plus que de ce que Henry Steele faisait déjà. Donc, on verra à la draft. Vous avez fait un bon petit choix sur ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'en cornerback, au début, moi, j'étais un petit peu surpris quand vous faites un peu le switch avec Saint-Just et Jonathan Jones. Mais après, j'ai trouvé ça cohérent vu ce que vous avez fait après. Et allez, on va pouvoir y aller parce que on va pouvoir parler d'un des joueurs dont j'ai le plus entendu parler lors de ce process de draft, puisque Alexandre avait quelques petits joueurs. Il y avait Xavier Watts, il y avait Jalen Royals. Que je kiffais bien, ouais. Et, voilà. Et notamment le joueur dont on va parler ensuite. Donc à la draft, vous avez fait en tout cas 5 picks. Vous avez pris Josh Connerly, offensive tackle d'Oregon avec le pick 29 au premier tour. Vous avez pris ensuite le joueur d'Alex, Trey Amos, cornerback de Mississippi au deuxième tour. Jalen Lane, receveur de Virginia Tech au quatrième. Kane Medrano, linebacker du UCLA au sixième. Et au septième tour, Ja'Cory Cross-Kemerit, running back d'Arizona. Alexandre et PA ont fait une série de notation de la draft par division et ont fait une tier list des équipés de leur draft et vous ont mis les Commanders dans les bons élèves, donc le tiers A. Donc il y avait un tiers S au-dessus, mais ils vous ont mis au deuxième tiers. Alexandre, je te laisse en parler un petit peu. Hein. On sait ton amour pour Xavier, mais pardon, pas pour Xavier, tu vois, pour Trey. Pour Trey du front office et Monsieur Amos. Ouais, en fait, c'est ça. Amos. Vas-y, je te laisse en parler. Je te laisse parler un peu de pourquoi tu as mis cette note et après on pourra redonner la main à Ryan. Non, pour expliquer la notation, je pense qu'on oscille un petit peu entre le tiers B et le tiers A. Donc le tiers B, c'était bonne draft, mais il manquait quelque chose. Et on va en reparler. Je sais que Ryan on en avait parlé un petit peu, mais c'est vrai que quand tu regardes cette draft, ça te manque d'un edge. Très clairement, ton premier tour, c'est un peu ce qui, je pense, peut énerver un petit peu peut-être certains fans des Commanders. Moi, je me dis quand même que Josh Connerly, c'est un tackle, c'est un peu plus un profil, on va dire, rassurant
Et c'est quelqu'un qui, je trouvais, avait montré des belles choses sur le pass pro. Alors, je vais pas en parler non plus trop longtemps parce que c'est pas moi qui a fait les fiches scouting, donc c'était Doug qui avait bien scouté l'O-line et il avait Connerly en plutôt haute estime. Donc moi, je trouvais le choix plutôt cohérent, même si c'est pas ce que j'aurais fait, j'aurais pris quand même un edge rusher. Mais en soi, tu vas quand même essayer de protéger ton quarterback du futur. Et je pénaliserai pas vraiment cette idée-là, parce qu'on l'a vu par exemple avec d'autres franchises dans le passé, que ce soit les Bengals ou les Texans plus récemment. Quand tu as un quarterback comme ça, il faut l'entourer et il faut le protéger. Et pour moi, c'était une des priorités. Alors, il y a eu déjà Larry Mittensill qui est arrivé. Pour moi, un Connerly, c'est un joueur qui peut jouer à droite. Et ça peut aussi te permettre de basculer Brandon Coleman en garde, pardon. Donc, et c'est une projection que j'imaginais un peu plus de lui plutôt que le voir tackle en NFL. Donc j'ai le choix du premier tour et je trouve est ok. Moi, c'est surtout par contre le deuxième tour qui pour moi c'est un vrai style. Trey Amos, je l'avais assez haut sur mon board. Pour moi, c'est un joueur qui aurait clairement pu partir en fin de premier tour. Si les Commanders avaient même pris Trey Amos avec leur choix du fin de premier tour, j'aurais pas été choqué. Donc, cornerback qui peut tout de suite arriver, je pense, titulaire. Cornerback numéro 2, je pense, dans un premier temps à l'extérieur. Tu peux le mettre un Sandry Steele dans le slot et un Latimore à l'extérieur aussi. Donc, tu commences à avoir une petite escouade et qui commence à être vraiment sympa. Et on sait que c'était une des faiblesses des Commanders depuis quelques années maintenant. Je trouve que c'est cool de l'avoir pris avec un joueur qui, quand même, paraît énormément complet. En tout cas, sur ses dimensions physiques, sur sa qualité de lecture, je trouvais en zone, par exemple, il était vraiment très intéressant. Donc, c'est pas un joueur parfait, mais c'est un joueur qui, pour moi, peut arriver, peut jouer tout de suite en tant que titulaire. Donc, j'ai bons bien joueurs, aimé. Ouais, c'est ça. Les 2 premiers picks, je trouvais que c'était 2 bons joueurs. Qu'est-ce que Et t'en penses, toi, donc, voilà. Ryan, du coup, de ces 2 premiers tours? Tu parlais d'un edge. Est-ce que tu aurais fait différemment au premier tour si tu avais eu la main? Compliqué de le dire, puisque justement, j'y étais pas. La draft peut se passer de plein de façons différentes, donc faut vraiment se mettre dans leurs chaussures pour comprendre la pression et tout que tu peux avoir. Mais j'aurais peut-être fait différemment ou peut-être pas. En fait, aucune idée. Nous, on n'est pas dans les war rooms, on n'a pas les petites Évidemment, rumeurs, on n'a pas les derniers trucs de j'ai le GM des Seahawks qui m'appelle et qui me dit qu'il y a le GM des Steelers qui apparemment a eu un écho que le GM des Falcons allait prendre tel joueur. Nous, on l'a pas tout ça, donc je sais pas. Mais en tout cas, non, je suis content. Et t'as pas fait les interviews aussi? Parce que tu as et- peut-être un joueur qui paraît très bon sur le terrain et en fait, c'est une grosse quiche et qui a aucun leadership ou rien du tout. Et pour un premier tour, tu as peut-être envie d'avoir quelqu'un qui t'amène quelque chose dans le squad dans lequel tu la mets. Exactement, c'est ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Donc honnêtement, tu te poses, tu regardes Josh Connerly, Trey Amos. Moi, je suis content. Je suis content, tu vois. Alexandre en a parlé. Moi, Connerly, c'est un mec que tu peux faire jouer à gauche ou à droite en tant que tackle. Moi, personnellement, je trouve qu'avec les capacités physiques qu'il a et la mobilité qu'il peut avoir, il y a peut-être même moyen de lui faire prendre quelques kilos et de le glisser au poste de guard également. Donc, en fait, tu as une espèce de flexibilité avec Connerly qui est très intéressante. L'arrivée de Tunsil, pareil, Alexandre l'a dit, mais ça te permet de décaler Coleman au poste de guard. Brandon Coleman peut jouer aussi bien guard de gauche que guard de droit, en sachant que le poste de guard de droit, techniquement, il est lockdown par Sam Cosmi. Il est Donc, en toujours fait, blessé d'ailleurs ou ça il sera blessé pour le début de la saison, mais il devrait revenir, je crois, vers la week 3, un délire comme ça, il me semble. Il faudrait que je vérifie. Mais donc, tu commences à avoir une ligne qui potentiellement peut avoir une sacrée gueule. Tu peux te retrouver avec en fait une ligne Larry Mittensill, Brandon Coleman, Tyler Biadasz, Sam Cosmi, Josh Connerly. Je pense que il n'y a pas à rougir. Il n'y a pas à rougir. Autre point que j'aime beaucoup avec Connerly, c'est qu'il est très très jeune. Les gens l'oublient, mais il a 21 ans. Donc, tu as encore du développement à faire avec lui. Il vient de les avoir, ses 21 ans. Donc, en fait, le mec, à la fin de son contrat rookie, il sera encore plus jeune que des mecs qui se présenteront dans 3 ans, tu vois. C'est des choses qu'il faut y réfléchir, il faut y penser. Donc, j'aime, moi, personnellement, pourquoi pas. Connerly, pourquoi pas. Vraiment, j'aime bien le pic. Trey Amos, j'en parle même pas. On avait un besoin au poste de corner. Tu vas chercher un des mecs qui, pour moi, était le plus safe sur une classe de corner qui était un peu moyenne. Il y a d'autres gars que j'aurais aimé aller chercher, mais à ce moment-là, ils étaient plus disponibles. Tu vois, moi, je serais allé le faire, le choix Benjamin Morrison, malgré sa blessure. Mais c'est des mecs qui sont plus là, en fait, à ce moment-là. Donc, tu récupères un vrai cornerback. Morrison, pas de beaucoup, il part 8 pics avant. Donc, ouais. Mais donc, tu vois, c'est pour ça. Moi, je voyais son nom descendre. J'étais en mode, let's go, on va aller faire Morrison. Il est pique, je suis un peu deg, mais en fait, il y avait encore le nom de Trey Amos qui était là. Et donc, Trey, je le connais parce que forcément, en conférence
SEC, donc j'ai pu le voir pas mal. Il y a Val qui m'en avait parlé un petit peu. Et très clairement, Alexandre l'a dit, en termes de gabarit, en termes de physique, c'est un athlète qui est taillé pour la NFL. Il est déjà prêt, tu peux le faire jouer Day One. La chance qu'on a en plus, c'est qu'on a déjà Latimore qui va s'occuper du numéro 1 d'en face. Donc, tu as déjà en fait ton cornerback numéro 2. Donc, il va avoir le temps d'apprendre au moins 1 an en tant que numéro 2, mais en vrai cornerback extérieur. Et là, ça te libère des options. Ça te permet de mettre Saint-Ristil à sa vraie position qui est dans le slot. Là, tu as un Jonathan Jones qui peut commencer en fait à être la pièce de rotation, qui peut rentrer à gauche, à droite. Si tu as besoin de lui faire jouer quelques jeux en tant que cornerback extérieur, il va le faire. Si tu as besoin de le faire entrer en slot, tu peux le faire. Si tu as un set à 4 receveurs en face de toi, bah, tu peux le faire entrer en deuxième slot corner. Tu commences à avoir plein d'options en fait sur ton secondary qui commence à être vraiment pas mal. Donc moi, je valide. Les 2 premiers choix, je valide. C'est après que ça se complique un petit peu pour moi. Alors, qu'est-ce qui se complique selon toi, du coup? Moi, c'est le pick Jalen Lane et Kane Medrano que je valide, mais pas du tout, parce que justement, à ce moment-là, on est donc pour le pick de Jalen Lane, on est au début du 3e, enfin au début du 3e, on est à la fin du 4e, mais je veux dire début du 3e jour. Il y a encore beaucoup d'options au poste de edge à ce moment-là qui étaient intéressantes, de profils à développer, de profils physiques que tu aurais pu prendre. Laisser Bradley Wilson, par exemple. Bien sûr, ça faisait Encore là. partie des noms auxquels je pensais moi le soir de la draft, qui en fait à terme aurait pu être ce joueur edge numéro 1 que tu recherches dans ton système. Choisir d'aller chercher Jalen Lane, ça m'emmerde un petit peu plus parce que déjà la cuvée de receveurs cette année n'était pas extraordinaire, et Jalen Lane en fait c'est un peu un speedster, et je pense, avec tout le respect, que des speedsters tu peux en trouver. Que ça soit en free agency, en UDFA, tu peux trouver ce genre de profil-là un petit peu plus tard dans la draft, si vraiment tu as besoin de ce profil. Je vois pas ce qu'il apporte, en fait, là, day one, à notre offense. Je vois pas. Je vois pas ce qu'il apporte, à part sa vitesse, et donc pareil, il va rentrer sur certains sets, sur certains drives, sur peut-être 1 jeu, 2 jeux pour nous apporter sa vitesse. Mais à part ça, j'ai vraiment du mal avec Jalen Lane, et je pense qu'on aurait pu faire bien mieux avec ce choix-là. Et Kane Medrano, T'aurais été tier S en plus si vous aviez pris à ce moment-là Jalen Royals en receveur à la limite, hein, parce que Alex Royals et Amos, c'était fini. Hein. je sais pas, honnêtement, Royals. Après, c'est ça. T'as déjà un Debo Samuel qui est très bon en yard after catch. Voilà, tu ramènes quand même un joueur. Pour la vanne, pour Alex. Ah non, mais bien sûr. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que vraiment, moi, pour moi, à ce moment-là, c'est le moment où je serais allé chercher mon edge. Ouais. Tu vois. Donc, Bradyn Swinson, comme disait Alex. Puisqu'il est là, oui, je serais allé le chercher, mais la tête la première, j'aurais plongé dessus, tu vois. Mais voilà. Et ensuite, il y a Kane Medrano. C'est la même chose, en fait. C'est un gros profil athlétique. C'est un joueur qui, athlétiquement, il va vite, il est assez puissant, mais le mec n'a pas fait de stats à UCLA. Même quand il a eu sa chance, il a pas fait grand-chose. Sur sa dernière année, il a été aligné aux côtés de Schweizinger, qui est parti donc dans les premiers tours de la draft. Même comme ça, en fait, 3e pick aux Browns. Ça, même avec ça, en fait, ça lui a pas déchargé une certaine pression qui lui a permis de briller, alors que pourtant, je pense que le focus des attaques était peut-être un petit peu plus dirigé sur un Schweizinger que sur lui. Donc au moment du pick, je me dis franchement, il y avait tellement mieux au poste de linebacker. Il y a tellement de noms qui ont chuté parce que le poste de linebacker a perdu en value. Et quand je vois qu'on prend Kane Medrano, je suis en mode ouais, cool, en fait, c'est un mec, ouais, il va nous servir sur Special Team. C'est ce que je me dis, en fait, tu vois. Et je me dis, putain, il y avait mieux à faire. En fait, il y avait mieux à faire. Un mec qui joue en Special Team, mais qui avait un vrai profil, tu vois, dans le futur, de pouvoir se développer en tant que titulaire, à prendre derrière un mec comme Bobby Wagner, tu vois, c'est important. Il faut utiliser ces années-là de mentorat. Et donc, Medrano, je suis vraiment pas... Tu pouvais partir sur un prospect un peu plus brut en linebacker, histoire de le polir avec un Wagner, en fait. Ouais, clairement, mais vraiment, ouais, non, Medrano, je suis pas... ça me fait pas bander. Tu vois, je te le dis, ça me fait pas bander. Et quand tu as 5 picks, en mettre un sur un running back, j'imagine tu étais content? Ouais, je suis content. Ça, on l'a dit, on l'a répété, on n'a pas arrêté toute la saison de le dire. S'il y a une
une draft là où il fallait aller chercher du running, quoi qu'il arrive, peu importe si tu as déjà tes titulaires ou quoi, c'était celle-ci. Je peux comprendre qu'on ne soit pas allé chercher un mec beaucoup plus haut, mais tu vois, quand je vois qu'on prend Jalen Lane, c'est pareil. Hein, à ce moment-là, tu serais allé me chercher un running back un peu plus coté. J'aurais pas tiré la gueule, tu vois, plutôt que de prendre Jalen Lane. Mais je suis content. Je suis content. Kroski Merritt, c'est un nom qui revenait beaucoup. Apparemment, il a impressionné sur les Pro Day. Il y a eu des petites interviews, tout ça. Il faisait partie de nos top 30 visites. Et apparemment, il y avait un truc qui se passait vraiment bien. On le retrouvait souvent à côté de noms bien plus importants. Donc, voir son nom sortir au 7e, ça ne m'a pas choqué. Et pareil, j'attends de voir. Kroski Merritt, c'est un très très bon joueur de foot, mais il a eu quelques petits soucis à Arizona en hors terrain, je crois. Éligibilité, je crois. Il était pas éligible hein, cette année. Enfin, l'année C'est dernière. ça, ouais, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'il ne retrouvera pas, ce problème-là, il ne le retrouvera pas en NFL. Mais c'est un sacré joueur de foot et honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'il commence dès la saison prochaine à grappiller quelques places sur la depth chart parce que vraiment, moi, je le valide. Franchement, Kroski Merritt, c'est un putain de bon joueur de foot. Alexandre, tu as quelque chose à rajouter sur ces joueurs? Tu n'as pas parlé de Lane, Medrano ou Kroski Merritt. Est-ce que tu en as un où tu veux Non, parler ou plusieurs? moi, c'était Lane que j'ai regardé après la draft. Hein, je connaissais pas vraiment avant. Enfin, je connaissais de nom, mais j'avais pas regardé, donc j'allais pas en parler. C'est qu'il y a à partir depuis quelques semaines, et notamment même hier soir, je regardais encore des tapes de Lane à 1h du matin. Donc, je peux te dire que c'était pas non plus les meilleures choses à voir. Non, je plaisante, mais en vrai, c'est quand même un joueur qui a montré des belles choses. C'est un joueur un peu profil speedster, t'en as parlé Ryan. C'est pas forcément celui qui va attaquer le plus la profondeur, mais par contre qui va créer de la séparation assez rapidement, je trouvais, sur des tracés un peu slant ou ce genre de choses. Hein. Vraiment, c'est un mec que tu peux essayer de déplacer aussi sur ta ligne de scrimmage, notamment sur des motions par exemple, pour essayer de voir pour essayer de voir comment la défense, dans quel schéma elle se situe. Donc, c'est un joueur qui va être un peu ce profil, voilà, ce quatrième receveur, un peu gadget, même des fois, tu peux l'utiliser sur des schémas screen aussi. Donc, pareil, ça peut être intéressant, mais comme l'a dit Ryan, il y avait, je pense, beaucoup mieux à faire. Et c'est un joueur que, quand je le regardais jouer, je me disais, quatrième tour, je trouvais ça peut-être un peu haut. Après, peut-être il peut surprendre, hein, mais j'avais l'impression que c'est un peu comme pas le joueur, hein, mais la situation, c'est un peu comme McCaffrey l'année dernière, qui a été pris un peu plus haut que ce que tout le monde disait. Donc, j'espère que les Commanders s'en mordront pas les doigts d'avoir peut-être passé sur d'autres joueurs qui étaient potentiellement plus intéressants. Donc voilà, un petit peu déçu sur ce pic-là, même si quand même, Ryan en avait parlé, il y avait quand même des besoins en receveur, donc ça t'amène une arme en plus et peut-être il peut surprendre. Medrano, pareil, je connaissais pas, donc Ryan en a très bien parlé, je pourrais pas trop rajouter. Et Jacori Kroski Merritt, je m'étais renseigné un petit peu pareil quand j'avais fait mes scootings de running back. Alors lui, je l'avais pas scouté à proprement parler comme d'autres, je l'ai scouté un petit peu plus tard parce qu'il s'était présenté. Comment dire, enfin, il avait pas joué l'année dernière, donc il y avait peu de tapes. Les tapes, c'était les tapes de 2023. Donc c'est un joueur qui quand même peut gagner potentiellement sa place sur la depth chart, ou en tout cas peut-être pas l'année 1, mais peut-être dans une année 2, année 3, parce que tu sais que tu vas avoir des joueurs souvent en fin de contrat. Hein. Je crois que Robinson, c'est peut-être sa dernière année, et Claire aussi, ça va être sa dernière année. Tu as signé Nichols pour comment ça s'appelle, une seule saison, donc tu peux vite avoir des opportunités qui se libèrent pour lui, et je trouve que c'est une bonne solution. Et comme l'a dit Ryan, tu avais besoin de prendre un risque, en tout cas, enfin, même pas un risque, j'ai envie de dire, mais d'aller chercher un petit running back parce que la QV était très profonde. Donc, il y avait forcément du talent sur les tours 6-7 qui étaient encore disponibles, hein, très, très clairement à ce niveau-là. Quand je regarde rapidement, ouais, il y a 6 running backs qui sont en fin de contrat l'année prochaine aux Commanders. Donc, c'est effectivement. Voilà, tu vois. Ouais. Yes. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la draft ou la free agency, messieurs? Non. Non. Moi, comme je t'ai dit, juste le petit flop du manque de edge à la draft. Ouais. C'était un peu la question que j'allais te poser. Est-ce que les besoins ont été comblés de manière globale sur cette phase d'intersaison? Oui, je pense que oui. Il faut pas cracher dans la soupe. Tu vois, je t'avais dit corner, edge, O-line, safety, receiver, tight end. Donc, on n'a pas pris de tight end. Mais sinon, tu regardes tous les autres postes, ils ont été pris. Même le poste de edge, ça a été adressé à la free agency, pas avec des noms que j'aurais aimé, mais il a été adressé. Donc, cornerback, tu as récupéré, tu prends Jonathan Jones et Trey Amos. O-line, tu as Laramie Tunsil, Josh Connerly. Safety, tu as Will Harris. Receveur, Deebo Samuel, Jalen Lane.
Tu vois, donc en fait, oui, les besoins ont été comblés à part celui de Tyden, mais Tyden, comme je te dis, je pense que ils sont. Il y a Kingsbury. Kingsbury, il est amoureux. Je pense qu'il a des posters de Zach Ertz dans sa chambre. Je pense qu'il rentre le week-end, il se fait des petites pougnettes devant les highlights de Zach Ertz. Mais donc, je pense que lui, dans sa tête, il est vraiment. Il repart avec Ertz pour 1 an sans problème. Et je pense que ce sera quelque chose qui sera adressé l'année prochaine. À voir ce qu'il y aura sur le marché des agents libres, à voir si on se dirigera plutôt vers la draft. Moi, je m'en fous, honnêtement, même récupérer des vétérans, ça ne me dérange pas, surtout au poste de tight end. C'est un poste qui demande souvent de quelques années de développement avant de vraiment pouvoir commencer à être utile dans le jeu. Donc, aller chercher des vétérans qui font ce taf depuis quelques saisons et qui vont pouvoir t'apporter 2-3 TD par an avec 300-400 yards, ça suffit largement. On a des armes ailleurs pour aller chercher le gros du yard et le gros des TD. Ça va vraiment être des joueurs situationnels. Donc, j'attends de voir. Je rappelle que vous pouvez voter sur le sondage Spotify. Vous pouvez voter comment est-ce que vous jugez l'intersaison des Commanders. Vous avez le choix entre parfait, très bien, bien, moyen, médiocre, pitoyable. Je pense qu'encore une fois, on ne sera pas dans le pitoyable. Mais qui sait, peut-être que vous n'aimez pas Josh Connerly, peut-être que vous n'aimez pas Deebo Samuel, Larry Tunsil, vous n'aimez rien, vous êtes peut-être un rageux. Bah, pitoyable est là pour vous. Voilà. Vous êtes fan des Eagles, pitoyable est là pour vous également. Donc voilà. On va pouvoir passer à la saison 2025. Je vais vous afficher le calendrier de cette saison. Alors, vous avez 3 matchs de pré-saison. Ils auraient pu le mettre encore plus petit, je trouve, sur le calendrier, mais c'est les Patriots, les Bengals et les Ravens. Et ensuite, une bye week en semaine 12, et avant ça, c'est Giants, Packers, Raiders, Falcons, Chargers, Bears, Cowboys, Chiefs, Seahawks, Lions, Dolphins. Dolphins d'ailleurs à Madrid. Je sais pas, Ryan, si tu as déjà cassé un PEL, un livret A pour aller voir le match au Bernabeu. Pas encore. Pas encore. Pour être très honnête, je sais pas si je pourrais y aller, mais si ça peut se faire, pourquoi pas, hein. Petit week-end au soleil là à Madrid, je vais encore revenir bronzer, et en plus si je peux voir JD et hurler comme une collégienne, pourquoi pas. Si ça se dit, on se le fait ensemble et Ah mais carrément. Carrément. Je note ça, je viendrai avec mes 2 maillots, moi, et comme ça, je sortirai en Cours de fonction match, du vainqueur. tu peux Exact. changer, tu vois. Ouais, tu sais, je pense qu'après la 5e minute, je pourrais mettre le maillot des Commanders et ce sera réglé. Mais non, bordel. En semaine 13, du coup, après la bye, c'est Broncos, Vikings, Giants, Eagles, Cowboys et Eagles encore. Pour faire très rapidement, vous croisez avec la FC Ouest et vous croisez avec la NFC Nord sur les divisions. Aussi pour ça que c'est un des calendriers les plus durs. On en parlait dans l'épisode d'hier sur les Giants qui, eux, ont le calendrier le plus difficile de la ligue. Vous ne devez pas être très très loin. Alexandre, je vais te laisser la main d'abord. Quand tu vois ce calendrier, qu'est-ce que ça t'inspire ? Bah forcément, quand tu as fait une grosse saison, la saison d'après, c'est un peu adapté et en fonction de tes adversaires. Donc tu rencontres hors les matchs de division et hors les divisions que tu croises, bah, tu rencontres des adversaires qui étaient placés à environ même place que toi sur les classements de division. Là, visiblement, en plus, tu tapes une AFC West qui est quand même assez solide et qui s'est renforcée. Tu as toujours les Chiefs dedans. Et en plus, tu croises avec la FC Nord qui est peut-être la division la plus compétitive cette année. Dans En tout cas, l'AFC West, tu as quand même 3 bonnes équipes. Hein. Ah, Et les Raiders. J'espère que tu comptes les Raiders dedans, non? Non, mais plus sérieusement, le calendrier est bien plus difficile que l'année dernière. Donc, c'est vrai que je ne les vois pas réitérer 12 victoires. Malgré tout, mine de rien, je pense qu'il y a eu quand même des renforts durant cette off-season. On en a parlé quand même durant cet épisode. Tu as quand même ton quarterback du futur. Alors oui, ça va être sa 2e année, mais je pense pas que ça va être la même 2e année qu'a vécu par exemple un CJ Stroud l'année dernière. L'année dernière, CJ Stroud, c'était beaucoup de problèmes, notamment de pression sur la ligne offensive. Il était vraiment chassé par les edge rushers adverses et il avait vraiment aucun temps de repos. Moi, je pense que Jayden Daniels, il va avoir une meilleure O-line que l'année dernière. Donc, j'ai pas envie de dire je suis confiant. Enfin, je suis plus confiant qu'ils vont refaire une saison en 12 victoires, mais je suis confiant pour au moins avoir un plancher en fait à 10 victoires. Et moi, 10 victoires, je sens que c'est vraiment possible avec cet effectif. Tu es quand même limité par rapport à ta défense et à ta D-line qui, je pense, a perdu un peu en qualité.
parce que tu perds aussi quand même un Jonathan Allen, on n'a pas trop parlé, mais voilà. Donc ça reste quand même une équipe qui va se battre pour les playoffs très clairement, et qui pour moi, 10 victoires, je pense, c'est en playoff. Je regarde un peu le calendrier vite fait et après je te donnerai la main, Ryan, mais c'est vrai que 10 victoires, ça a l'air d'être sensiblement raisonnable. Il y a quand même pas mal d'équipes qui se sont, où il y a des questions en tout cas sur eux, notamment sur tes 5-6 premiers matchs, même 7 premiers matchs. Je pense que tu as moyen de faire presque un carton plein. Et il y a beaucoup de matchs en prime time, ou en tout cas de matchs solo. Tu as le Thursday Night Football en semaine 2, tu as un Monday Night Football en semaine 6, je crois que c'est un Monday Night Football encore en semaine 8, un Sunday Night en semaine 9, un match international en semaine 11, un autre Sunday Night en semaine 13. Tu vas très certainement jouer un des 2 matchs contre les Eagles qui est en TBD pour le moment. Je pense qu'il y en a un des 2 qui va se jouer en prime time. Donc tu as 6-7 matchs en prime time sur la saison, ce qui est, je trouve, énorme. Toi, Ryan, déjà, est-ce que ça a un impact sur les équipes, selon toi? Et ensuite, qu'est-ce que tu penses du calendrier? Où est-ce que tu vois la saison prochaine? Je pense que oui, tu vois, on en avait parlé un petit peu en introduction d'épisode sur le fait que Washington était un peu la darling la saison dernière. Pour moi, ça compte. Les matchs en prime time, ça compte énormément dans la tête des joueurs, dans la tête du public également. Quand tu gagnes en prime time, c'est important. Quand tu te fais taper en prime time, c'est important aussi. Donc généralement, c'est un match qui, en termes de pression psychologique, est un petit peu plus importante. Et c'est con à dire, hein, mais les matchs en prime time, c'est ce qui te permet, à mon sens, de faire partie de la cour des grands. C'est-à-dire que quand on commence à te donner des matchs en prime time, ça veut dire que tu es quelqu'un dans cette ligue. Et encore une fois, pour moi, on va peut-être un petit peu vite en besogne. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de matchs en prime time. C'est pas forcément mérité après une année seulement. Et comme je te l'ai dit, les matchs en prime time, tu vas avoir les yeux, entre guillemets, du monde de la NFL rivés sur toi. Tout le monde va être là à regarder ton match. Et donc, en fait, si tu passes pour un con, bah, toute la sauce que les gens t'ont donnée parce qu'ils t'ont apprécié, parce que tu étais en darling, en fait, d'un coup, tu peux te retrouver avec l'effet inverse parce qu'en fait, ils vont te dire, mais putain, mais en fait, c'est Washington, c'est une fraude, tu vois. Et donc, ça peut avoir l'effet inverse très rapidement. Donc, moi, je suis pas hyper fan de voir autant de matchs en prime time. Je suis encore moins fan parce qu'on est français et donc flemme de devoir rester réveillé jusqu'à 6h du matin. Mais ça, c'est un autre problème. Et sinon, sur le calendrier, je suis assez d'accord avec vous. Oui, le calendrier, il sera plus compliqué que l'année dernière, mais au bout d'un moment, bah, faut savoir c'est quoi nos ambitions. Et je pense que, comme le disait Alex, si on reste sérieux, si vraiment on vient et qu'on est concentré, qu'on rentre bien dans nos matchs, il y a quand même pas mal de matchs qu'on peut gagner sur la première partie de saison. Et il faudra pas se chier sur ces matchs-là. Des équipes qui, oui, sont à notre niveau, mais au bout d'un moment, bah, comme je le dis, si tu veux te présenter en tant que contender au playoff, bah, il faudra passer par là. Et autre point, ça sera de ne pas chier notre division, tout simplement. Laisser un match, voire 2 dans ta division à des équipes, bah, peut-être Eagles et Cowboys, mais au bout d'un moment, il va falloir que tu gagnes, il va falloir que tu tapes tes équipes dans ta division, ce qui déjà te mettra très très bien, je pense, en NFC. Si tu peux ressortir en étant premier ou deuxième de ta div, déjà on sera, je pense, vraiment bien placé en NFC, donc à voir. Mais oui, le calendrier est complexe, mais il n'est pas injouable comme on a pu le voir avec certaines équipes au fil des ans. Donc là, on a encore la fenêtre, elle est encore là. Peut-être essayer de target, ouais, voilà, une wild card. Une wild card, ça pourrait être déjà pas mal. Essayer d'aller se qualifier au playoff via la wild card, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être possible. De toute manière, la division, elle se joue entre vous, les Cowboys et les Giants. Eagles. Non, Eagles, non, parce que ça fait pas back-to-back depuis 2004. Donc ça fera pas back-to-back encore. Voilà, va là-bas. Va là-bas. On dirait comment Victor, quand je lui parlais, je lui disais, ouais, tu sais, les Eagles peut-être. Ouais, mais moi, j'y crois pas trop. Les Eagles seront là tous les ans, c'est chiant. Oui, non, évidemment, c'est plus pour la vanne que je disais ça. Ouais. Tu regardes le Il y a répétitif, beaucoup trop de talent. Ouais, non, c'est fort. Mais tu parlais des matchs de division qu'il faut gagner. Les 2 premiers, il faut les gagner. En tout cas, tu joues les Giants en ouverture et tu joues les Cowboys en semaine 7, un peu au milieu de ta saison. Après, encore une fois, c'est la fin de la partie simple, je trouve, de ton calendrier. C'est ça. Pour moi, il faudrait que tu sois idéalement en 6-1 au moment où tu affrontes les Chiefs en Monday Night. Et je pense que c'est faisable. Quand tu regardes un peu les équipes, Giants, Packers, Raiders, Falcons,
Chargers, êtes au-dessus Bears, de ces Cowboys. équipes. Hein. Pardon? Moi, les 7 premiers adversaires sont largement à votre portée. Ah ouais, C'est non, pas mais les matchs je suis faciles, mais Je dis d'accord 6-1 avec parce que je dis 6-1 parce que tu as Packers en Thursday night et tu as Chargers. Donc je pense que tu peux en perdre un des deux. Tu peux éventuellement perdre les Falcons, on verra, mais je pense que si tu en perds un, tu perds pas les autres, quoi. Ah, mais je suis Et d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Il y a peut-être aussi le match aux Lions qu'il faudra choper. Ils ont perdu donc leurs 2 cordeaux. Je pense que ça peut avoir un impact. À voir, à voir, à voir. Après, l'enchaînement des 4 matchs de division en fin d'année, j'ai rarement vu ça en vrai. Je sais pas si c'est arrivé très souvent ces dernières années, mais 4 matchs de division pour finir ta saison, costaud. Ouais, ouais. il y avait, il me Ouais, semble, chiant surtout, ouais. est-ce que Ouais. c'était les Bengals l'année dernière qui avaient un calendrier absolument dégueulasse, faut que je regarde, mais qui était affreux leur calendrier. Et je pense que c'était pas loin de ça où ils affrontaient, je crois, toutes les équipes de leur division juste après la bye. Je vais aller regarder ça un peu pendant que. Et je me demandais aussi, Ryan, peut-être, est-ce que les Commanders, ils ont encore du cap disponible? Parce que j'ai l'impression que vous pouvez être le genre d'équipe qui très clairement, en cours de saison, quand une équipe qui a un peu des ambitions mais qui fait plus rien ou qui commence très mal sa saison, bah, commence à trade des joueurs. Est-ce que les Commanders peuvent pas être une équipe intéressée par des défenseurs, des edge rushers par exemple, Ah, si, en milieu de je pense saison, que quoi? si, il nous reste du cap. Il nous reste un petit peu de cap et il me semble que merde. Notre running back numéro 1, Ryan Robinson? ouais, Robinson, il a très clairement été placé sur trade block, tu vois, Ah, OK. pendant cette phase de free agency. En même temps, c'était un des seuls assets qui nous restait avec un petit peu de value. Et il me semble que on a essayé de call à droite à gauche pour essayer de trouver un partenaire de trade. Donc si, pourquoi pas. Honnêtement, je pense qu'il y a lui, il y aura potentiellement peut-être un Daron Payne qui pourrait aussi intéresser certaines équipes. Ouais. Justement parce que tu as continué à prendre massivement sur la D-line, là, sur cette free agency. Donc je serais pas étonné, honnêtement, je serais pas étonné qu'en mi-saison ou quoi, si on voit qu'il y a une opportunité de faire quelque chose, que ça s'accélère, tu vois. Ouais. Alexandre, c'était les Steelers l'an dernier qui avaient eu un enchaînement affreux. Ils avaient Ravens, Browns, Bengals, Browns déjà. Donc sur leur et ensuite ils avaient encore Eagles ils avaient Eagles et les Ravens juste derrière. Donc en gros sur 6 semaines ils affrontaient 5 équipes de leur division. Ah oui. Et après les Ravens ils avaient Chiefs et Bengals. Tu vois, enfin eux c'était calendrier absolument désastreux pour finir la saison. Et donc du coup ouais. Mais pour finir la saison 4 matchs de division, ouais, non j'ai rarement vu ça. En tout cas, je pense que clairement, ils misent aussi parce que ça va être une division qui risque d'être serrée. Je Ouais. pense que les Commanders vont être, enfin les Cowboys par exemple seront meilleurs que l'an dernier. Les Giants aussi, donc je pense qu'ils essaient de se laisser un peu de marge en se disant bah peut-être il y aura une égalité, ça va jouer sur les derniers matchs pour savoir qui va aller en playoff parmi ces équipes-là. C'est ça. Alors bon, l'année dernière c'était en 12-5. Moi quand je regarde le calendrier, je me dis que le 12-5 c'est encore possible, mais ce sera un bien meilleur 12-5 que l'an dernier. Mais voilà, moi si je devais partir sur un prono là, comment dire, positif, je partirais optimiste, je partirais sur 12-5. Alexandre, toi tirais sur quoi? 17 moi. 17, je trouve que c'est bien. Tu te bats pour les playoffs et l'équipe vaut un 17 très concrètement. Ouais. Et Ryan? Ouais, écoute, j'allais dire 17 comme Alexandre, mais du coup, Parfait. je vais pas faire comme lui parce que j'aime pas être un suiveur. Et vu qu'on est meilleur, et ben je mets du coup 11-6, allez. Je croyais que tu allais dire 15-2 comme on a eu pour les 49ers. Non, Qui non, nous non. avaient Si j'avais été Guillaume, je t'aurais dit, allez, 17-0. Voilà. Ouais, t'as raison, faut être confiant. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Non, mais Bon, lui, il est pas confiant, il est inconscient. C'est très différent. c'est pareil. Ça, c'est quand t'es fan de ton équipe, en général, on est en général inconscient. De toute façon, moi déjà, je crois l'année dernière, les Raiders, je crois que j'avais dit un truc comme ça. Je crois que j'avais dit 10 victoires, un truc comme ça. Alors qu'on Et avait dire, Gardner Minshew en quarterback. et dire qu'on t'a recruté quand même, putain. C'est chaud. Après, il y a les techs de GG, ça va, j'ai pas fait pire. C'est pour ça qu'on t'a recruté. C'est GG qui a poussé. Il s'est dit, vas-y, il y a quelque chose à faire avec lui. Ouais, exactement. Exactement. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur cet épisode, Ryan, Alex? Bon. Non, je Ok. pense qu'on a été complet. Je pense aussi. 1h20. Ça me paraît correct pour parler des Commanders. Ryan, on te remercie en tout cas d'avoir fait cet épisode avec nous. On rappelle qu'on peut te suivre @FranceLSU, il me semble, ou LSU France. Putain, j'ai toujours un doute sur les deux. Ouais, c'est chiant. Hein. Oh là là, On c'est est France d'accord. LSU.
France LSU et Ryan Scoot si vous avez envie de suivre les prospects et les fiches. Et The Trick Play également, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens qui sont en description pour suivre le travail de Ryan et des compères de The Trick Play. Et donc, merci d'avoir fait cet épisode avec nous, Ryan. Merci à vous. Comme d'hab, merci pour l'invite. Avec plaisir. Et Alexandre, merci aussi. Avec ton Merci. t-shirt. On t'a accueilli, même si tu n'avais pas le maillot noir des Commanders, ce qui est d'ailleurs une beauté absolue. Ce maillot noir. On t'a accueilli même si tu avais un maillot de Texas A&M. C'est la première et dernière fois. Fais attention. Que voulez-vous, les gars? Que voulez-vous? On aime bien la sec ici, c'est tout. Je voulais faire un peu honneur, tu vois, je me suis dit. Je suis bon. d'accord. On aime bien la sec, mais pas les Aggies, quand même. Ah, ça va, ils sont sympas. Le 12e homme, quand même. Ça va, il y a pire. On a Mississippi State et leur cloche absolument impinable. Voilà, c'est ça. Non, mais en tout cas, merci. C'était très sympa l'épisode. Et puis, une belle équipe. C'est toujours cool d'en parler. Donc, très sympa. C'est ça. Et ben, du coup, pour le prochain épisode, on se retrouvera avec les Kansas City Chiefs pour parler du perdant du Super Bowl. Donc, n'hésitez pas à venir pour cet épisode. Ça va être cool. Ce sera, je dis demain, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est demain ou c'est... Oui, c'est demain. Donc, venez, n'hésitez pas à venir demain sur l'épisode des Chiefs. Merci Alexandre, merci Ryan. Et je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et vive le football.